Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura commencé en début de semaine par la publication des indices PMI, donc des indices d'activité, indices avancés pour la zone euro, France, Allemagne notamment, avec des surprises un petit peu meilleures du côté de l'Allemagne, avec un PMI manufacturier qui est toujours en zone de contraction, mais qui se retrouve à un niveau qu'on n'est pas vu depuis 2 ans. Donc petit rebond de l'indice d'activité dans les services, de l'activité manufacturière, pardon, en Allemagne. Du côté des services en Allemagne, c'était un peu moins bon que le mois précédent, donc ça vient un peu compenser les progrès réalisé sur la partie manufacturière. Et donc globalement au niveau de la zone euro, on a un PMI d'activité qui s'est un petit peu redressé par rapport au mois précédent, mais toujours aux alentours, hein, si on prend le PMI composite, toujours aux alentours de 50, un petit peu au-delà de 50, ce qui traduit toujours une zone relativement d'équilibre en fait, hein, en termes de sentiment économique, en termes d'activité au niveau européen, avec probablement du mieux dans les on va dire dans les semestres à venir, avec l'énorme plan d'investissement allemand voté par les responsables politiques allemands il y a quelques jours. Donc probablement de l'amélioration encore à venir, mais pour l'instant effectivement une activité au moment où on se parle qui reste relativement limitée. On a eu des chiffres également cette semaine sur le chômage en Allemagne, hein. Le chômage en Allemagne qui retrouve des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2020, depuis la période Covid. Alors c'est pas un taux qui historiquement est très élevé, il est un peu au-delà de 6%, mais cependant ça fait plusieurs mois qu'on a une progression comme ça, hein, du chômage en Allemagne. Et donc là aussi on voit bien que les mesures qui ont été votées il y a quelques jours sont à la fois destinées à renforcer évidemment la capacité de l'Europe à se défendre, mais aussi probablement à redynamiser l'appareil industriel européen et notamment allemand, et aussi probablement compenser, hein, ces phénomènes de faiblesse qu'on commence à observer sur l'économie allemande, pas qu'on commençait et qu'on voyait, hein, déjà depuis de manière flagrante, même depuis 2 ans, mais qui commençait à se voir plus sensiblement sur la partie chômage. Donc l'Allemagne qui a pris donc les bonnes décisions très clairement d'un point de vue de l'investissement, et simplement donc là on parle des indices d'activité, il faudra encore du temps avant que tout cela se transmette à toute la chaîne et surtout que ces investissements commencent à atteindre réellement l'économie et allemande et européenne et à produire leurs effets. Ça c'est les premiers termes de cette semaine, la partie activité en Europe. L'autre partie concerne les États-Unis avec plusieurs sujets. Tout d'abord la confiance des consommateurs aux États-Unis. On a eu à la fois les indices du Conference Board en début de semaine qui montrent une dégradation de la confiance des consommateurs. Ça fait désormais plusieurs mois que sur les deux gros indicateurs, Université du Michigan et Conference Board, on a de la dégradation du sentiment des consommateurs. Donc les statistiques cette semaine n'ont pas infléchi la donne et on peut même dire que là en cette fin de semaine vendredi, on a eu la révision des chiffres publiés il y a quelques jours par l'Université du Michigan. Donc hein, c'est les chiffres finaux que nous avons eu ce vendredi, et ils sont encore moins bons que les premiers chiffres publiés il y a quelques jours, qui eux déjà n'étaient vraiment pas terribles. On rappelle que les consommateurs ont un moral qui décroît depuis 3 mois consécutifs, clairement impacté ce moral par les questions commerciales, les craintes d'une inflation qui rebondisse liées aux taxes douanières souhaitées par l'administration Trump. Et donc on a un combo qui est vraiment pas bon côté États-Unis en ce moment sur le consommateur, c'est qu'il perd confiance, ce qu'on voit sur les différents indicateurs de confiance, et les anticipations d'inflation chez le consommateur continue d'accélérer à la hausse. Et donc, on voit bien que tout tourne autour de cette question des prix, de la guerre commerciale, hein, de l'effet des mesures prises par l'administration américaine sur l'appétit de consommation aux États-Unis. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'évidemment, la consommation est un pilier de l'économie américaine. 2 tiers de l'économie américaine, c'est de la consommation. Et donc, évidemment, ces indicateurs, même s'ils sont des indicateurs de sentiment, qui ne traduisent pas forcément une concrétisation immédiate et effective, mais on rappelle quand même que ça fait maintenant 2 mois consécutifs qu'on a des chiffres de vente au détail qui sont moins bons. Et on remarque aussi que le niveau des dépenses de consommation a été moins bon sur les dernières publications, et surtout on voit que ça commence à faire son chemin aussi en termes d'analyse du PIB au premier trimestre, hein. Vous avez la Fed d'Atlanta qui est l'antenne de la Fed qu'on regarde régulièrement par rapport à son modèle de prévision de croissance qui actualise en temps réel en fonction des chiffres américains qui sont publiés tous les jours aux États-Unis. Et donc ce modèle de prévision de croissance, il continue d'estimer qu'on va vers une contraction assez significative de l'économie américaine au premier trimestre. Vous voyez qu'on a vraiment là pas seulement des indicateurs soft, hein, des indicateurs de sentiment qui montrent une défiance, on voit qu'aussi au niveau des indicateurs hard, même si tous ne sont pas impactés, c'est pas trop le cas de la production industrielle, on a les commandes de biens durables cette semaine qui étaient plutôt pas mal, mais
Sur la question de la consommation, on voit une sensibilité, et puis aussi on rappelle que ce gros, cet impact en tout cas qu'on peut attendre au premier trimestre, il vient aussi beaucoup de la question de la balance commerciale, avec un énorme déséquilibre de la balance commerciale, mais un déséquilibre qui s'est totalement accentué en l'espace de 2 mois, à partir du moment où les importateurs ont vraiment commencé à craindre les annonces de Trump, et donc ont donc très largement euh, accru leurs importations. Et donc ça crée un déséquilibre massif de la balance commerciale américaine, et ça aussi ça a créé donc un impact, hein, sur le chiffre du PIB au premier trimestre. Donc ça, c'est l'actualité côté États-Unis, et donc on en parlait, bien, la question de guerre commerciale, ça c'est vraiment le thème principal. Les tensions se sont poursuivies cette semaine, un épisode particulièrement visible et qui montre à quel point les nerfs sont à fleur de peau. On a vu des déclarations extrêmement fortes de la part de Mark Carney, donc, hein, du côté du Canada, qui a clairement dit que les États-Unis désormais étaient un partenaire qui n'était plus fiable. C'est des propos qu'on a déjà un petit peu entendu de l'Europe, hein, ça également. Carney donc, qui a expliqué qu'il y aurait des mesures de rétorsion par rapport aux décisions américaines, et il explique que c'est la fin des relations, telles la relation ancienne, hein. Il dit la relation ancienne que nous avions avec les États-Unis, à la fois sur l'aspect commercial, militaire et autres, sécuritaire, et bien cette relation est terminée. Donc ce sont des propos qui sont violents, qui sont forts, et qui sont probablement une stratégie adoptée par le Canada également, pour finalement se mettre à niveau, hein, de la violence également des propos de Trump par rapport à ses alliés, ses partenaires commerciaux depuis maintenant 2 mois. Et donc on sent que, bah, que les partenaires commerciaux montrent aussi les dents. Et là, Marc Carney a clairement fait on a fait la démonstration cette semaine. Et est-ce que ça commence à bouger un petit peu les lignes de Trump? En tout cas, on a vu que Trump, après cette sortie de Carney, donc c'était hier, Trump sur son réseau social aujourd'hui, il a eu un message beaucoup plus conciliant et ouvert à la discussion avec le Canada. Alors est-ce que c'est, encore une fois avec Trump, c'est toujours très difficile de savoir ce qui restera de tout ça, mais en tout cas, on note que à partir du moment où Marc Carney a adopté un ton extrêmement agressif en fait, hein, et en réponse à l'agressivité américaine par rapport aux questions commerciales, eh bien le message de Trump, publié 24 heures plus tard, montrait une forme d'adoucissement quand même dans les termes employés. Donc est-ce qu'il faut conclure qu'on va aller vers une négociation? Oui, il y aura une négociation in fine, mais est-ce qu'il y aura d'abord escalade puis négociation, ou est-ce qu'on commence à arriver un peu dans la phase de réflexion de l'administration américaine sur la question des taxes commerciales? On rappelle donc à ce propos que nous aurons la semaine prochaine, donc le 2 avril, hein, c'est le fameux jour de la libération, comme le qualifie Donald Trump, jour où seront communiqués l'ensemble, en tout cas la majeure partie des nouvelles conditions commerciales, en quelque sorte, hein, des nouveaux taux d'imposition auxquels seront soumis les partenaires commerciaux, si on peut encore les appeler des partenaires, hein, du point de vue de l'administration américaine, mais en tout cas voilà, des partenaires commerciaux des États-Unis. C'est là que nous verrons à quelle sauce ils seront mangés, et quels seront donc, hein, les taux d'imposition, taux de taxes douanières, donc, hein, qui s'appliqueront à ce moment-là. Donc 2 avril, journée majeure, hein, la semaine prochaine, et en attendant, bah, le marché dans ce laps de temps relativement stressant, bien que la volatilité progresse. Là où on enregistre ce podcast, et on est vendredi en fin d'après-midi, on a une volatilité qui a grimpé de 10% sur la journée, par rapport à la fois à ces statistiques américaines dont on va continuer de parler, parce que c'est pas seulement la confiance des consommateurs, mais aussi cet après-midi, donc vendredi, on a les chiffres d'inflation PCE aux États-Unis. Et on rappelle ce que c'est l'inflation PCE, hein, notamment l'inflation Core PCE, c'est l'inflation sous-jacente aux États-Unis, et l'inflation Core PCE, c'est la mesure d'inflation la plus surveillée par la Fed, celle sur laquelle elle ajuste principalement son taux. Alors il y a l'emploi qui compte aussi beaucoup, mais évidemment dans les mesures d'inflation, c'est pas tellement l'inflation CPI, c'est surtout l'inflation PCE Core, hein, qui sort de référence à la Fed. Et bah, je veux dire, pas de chance pour la Fed, cette inflation sous-jacente a rebondi sur le mois observé à 2,8%. On attendait un 2,7%, et le mois précédent, on était à 2,6 initialement, mais ça a aussi été révisé à la hausse à 2,7. Donc vous voyez, à la fois une révision du mois précédent à la hausse, et le dernier mois observé, eh bien le chiffre plus important que prévu est supérieur au mois précédent, et ça fait maintenant 10 mois consécutifs que l'inflation sous-jacente aux États-Unis, PCE donc, évolue entre 2,6% et 2,9%. Donc c'est vraiment une inflation, ce qu'on peut appeler presque un range d'inflation, hein. C'est une espèce de plateau comme ça en zone qui n'est pas la zone des 2%, donc qui est au-dessus des 2%, et qui fait que très vraisemblablement la Fed ne changera pas du tout son message, sauf à commencer à avoir des signaux de marché plus inquiétants, des signaux sur l'emploi, et ça on va en parler la semaine prochaine, on aura le rapport sur l'emploi, on verra ce qu'il en est.
Mais à ce stade, il est clair que ce qu'on a vu de l'inflation aujourd'hui ne va clairement pas, et c'est déjà le cas depuis plusieurs mois, mais ne va pas pousser la Fed à accélérer la cadence des baisses de taux quand il y a ce rebond, et qu'en plus on ne connaît toujours pas, eh bien, et ce qu'on connaîtra la semaine prochaine, pardon, le montant des taxes douanières, et ça on sait que Powell et la Fed ont besoin de ces informations-là et des premiers effets de ces taxes commerciales pour savoir comment ajuster leur politique monétaire. Autre information sur les États-Unis cette semaine, c'est Moody's. Moody's, donc l'agence de notation, qui a tenu des propos sur les États-Unis indiquant que la dégradation de la solidité budgétaire américaine ne s'était pas améliorée. C'est-à-dire qu'il y avait une dégradation qui se poursuivait en termes de solidité. Alors, ils ne sont pas en train de dire qu'ils vont dégrader la note américaine, mais ils notent que depuis en gros, la dernière revue hein, de Moody's, eh bien, et depuis la dégradation des perspectives, il y a eu une dégradation des perspectives de la part de Moody's lors de la phase précédente, et puis donc Moody's indique qu'il n'y a pas eu d'amélioration hein, de la stabilité budgétaire. Alors attention, la note américaine reste excellente, une excellente signature à l'échelle mondiale, mais en ce moment où le marché est très focalisé sur les questions de croissance au premier trimestre, les questions de risque avec la guerre commerciale et donc peut-être un peu le risque de récession qui réapparaît un petit peu, eh bien c'est sûr qu'une agence de notation, qui plus est Moody's, qui tient ce genre de propos, ça rajoute une couche de stress en fait hein, à la perception des investisseurs par rapport au marché, au niveau des marchés, sont-ils encore trop chers finalement par rapport à la période que nous traversons actuellement aux États-Unis. Donc voilà pour le récap de cette semaine. On a la semaine prochaine, donc rapidement en quelques minutes, le programme qui nous attend, c'est dès lundi des indices d'activité en Chine à surveiller toujours, à savoir si la Chine va mieux ou pas. On sent quand même déjà les marchés chinois ont déjà largement rebondi, il y a une nette amélioration sur le sentiment sur le marché obligataire également, donc tout ceci est allé de concert, hein. Rebond des actions, rebond également des obligations, même les obligations à haut rendement ont connu une belle phase de rebond ces derniers mois, donc plutôt un signe de retour progressif de la confiance des investisseurs. Il va falloir que ça perdure avec des indices d'activité, PMI manufacturier, PMI service, hein, qui devront être cohérents avec ce que les marchés actions, ce que les investisseurs price également de la Chine. Donc un repère macro supplémentaire à partir de lundi sur la Chine. On aura les ventes au détail en Allemagne lundi également. Donc je le disais, à l'Allemagne, c'est moins l'Allemagne dans 2-3 ans qui, je pense, qui questionne aujourd'hui. Je pense qu'il y aura nettement mieux sur l'Allemagne dans les 2-3 ans par rapport aux changements structurels qui sont en train de s'opérer. Actuellement, c'est plutôt jusqu'à quand les stats macro moins bonnes vont continuer d'apparaître en fait, hein, dégradation d'emploi, etc. Donc on aura un rendez-vous lundi avec la macro allemande, avec les ventes au détail, donc l'appétit de consommation en Allemagne, on aura des éléments par rapport à ça. On aura également des indices PMI Chicago, voilà, ça c'est du côté américain, donc un indice, c'est pas le plus important, mais on le surveille quand même, un indice d'activité dans la région de Chicago. On aura également mardi, donc la décision de la Banque d'Australie dans la nuit de lundi à mardi. On aura les chiffres d'inflation pour la zone euro publiés mardi matin, et l'après-midi, on commencera à voir les premières stats sur l'emploi aux États-Unis. C'est la grosse semaine de l'emploi la semaine prochaine, donc aux États-Unis. Il y aura les questions de taxes commerciales et les questions de l'emploi avec le chiffre JOLTS, hein, c'est l'estimation des emplois disponibles aux États-Unis. Plus ce chiffre baisse, plus ça signifie que le marché de l'emploi se détend, ce qui est plutôt un, un signe, alors je ne sais pas comment on le prend, c'est un signe en tout cas qui fait en sorte que la pression sur les salaires ne sera pas trop forte, donc ça c'est plutôt pas mal pour la Fed qui, rappelons-le, il y a quelques mois encore, souhaitait que la progression des salaires ralentisse un petit peu aux États-Unis pour retrouver une inflation à 2%. Donc, mais sauf que maintenant que vous voyez que l'attention des marchés a bifurqué sur la question de l'activité économique et de la solidité économique américaine, est-ce que des chiffres JOLTS moins bons qu'attendus seront perçus comme un signal favorable pour les baisses de taux de la Fed ou seront perçus comme des signaux d'affaiblissement de l'économie américaine et du marché de l'emploi? Donc c'est en tout cas le premier rendez-vous important et intéressant pour l'emploi américain mardi prochain. Il y aura également un indice d'activité ISM manufacturier, gros indice à surveiller. Mardi, chiffre ADP, deuxième chiffre de l'emploi de la semaine aux États-Unis. On aura également les commandes industrielles aux États-Unis. Jeudi, PMI service donc pour la Chine. On aura également le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE, donc les minutes de la BCE. Gros indicateur jeudi prochain, ISM service. Ça, c'est un indicateur important à surveiller parce que les services, hein, la majeure partie de l'économie américaine, 80% de l'activité c'est dans les services. Et puis la balance commerciale également. On aura des chiffres de la balance commerciale américaine jeudi prochain. Et on finira la semaine par le rapport sur l'emploi américain, avec le chiffre NFP, le taux de chômage, progression des salaires, hein, donc rapport complet, et puis également une intervention de Jérôme Powell
attendu évidemment, comme toujours, Jérôme Powell, surveillant en tout cas, comme toujours, et on verra, il commentera probablement les chiffres de l'emploi qu'on aura eu tout au long de la semaine, et éventuellement des commentaires à attendre sur les décisions de Trump par rapport aux taxes douanières. Voilà pour ce podcast. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.